Économie exsangue, dette publique abyssale, avec une inflation galopante. En politique, c'est l'impasse. Sur le plan social, la fragmentation et la désolation. La rue gronde. Elle veut tout bloquer. Qu'arrive-t-il à la France de Napoléon Bonaparte, de De Gaulle sous le règne d'Emmanuel Macron? L'Empire français est-il en train de s'effondrer? La France va ou peut-elle rebondir? Analyse de la conjoncture sociopolitique en France avec nos consultants installés au plateau. J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter en premier Dr Foli Gada Ekwe. Il est homme politique, directeur de l'Institut d'études stratégiques de l'Université de Lomé. Il préside également le mouvement citoyen uni pour l'intégration au Togo. Docteur, bonjour. Bonjour, cher Gilles. Merci une fois encore de répondre à notre invitation. En votre compagnie, l'homme qui ne bouge pas, qui nous fait l'honneur d'être au plateau encore aujourd'hui, Son Excellence Sagoyou Kegewi, bonjour. Bonjour, bonjour aux téléspectateurs. Oui, Son Excellence est ancien ambassadeur du Togo, journaliste Europe. Qu'arrive-t-il à la France? C'est le thème du forum du jour et vous êtes conviés à enrichir cette émission avec vos contributions sur WhatsApp 96 08 43 43, précédé de l'indicatif plus 228. N'oubliez pas de partager cette émission, likez-la pour nous protéger. Et puis abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous abondamment. Alors, tout de suite, je l'ai dit, la France ces dernières années caractérisée par une impasse politique avec des difficultés à former un gouvernement, des premiers ministres qui ne dépassent guère 12 mois. Sur le plan économique, l'endettement est abyssal, on n'arrive plus à aligner les chiffres. Sur la dette publique, sur le front social, c'est la fracture, la fragmentation, une crise civilisationnelle. Est-ce que l'Empire français a amorcé son déclin? Foli Ekwe. Oui, je crois que le déclin a été amorcé depuis les années 90. Et comme tout animal qui, voyant sa mort prochaine, se débat, la France s'est débattue quand même avec de grands présidents comme Chirac, je crois le dernier grand président français. Et la France s'est beaucoup débattue pour maintenir un peu une influence en Afrique et puis en Europe. Mais vous savez qu'avec l'avènement de l'euro, la France est passée au second plan au niveau européen. L'Allemagne va redevenir le wagon principal du train européen. Et à partir de là, vous avez les soubresauts du terrorisme, l'erreur de la Libye, le terrorisme au Sahel, l'ingérence en Côte d'Ivoire. Et la France qui se débat va commettre une série d'erreurs capitales. Et cette série d'erreurs va donc plonger la France dans l'évidence. Aujourd'hui, les capitaux ne rentrent plus. Le monde financier français est en crise. Il faut voir à Bourse de Paris. Le chômage qui flambe à 18%, voire 20%, si les chiffres sont corrects. Et nous voyons donc une crise sociale qui s'amorce. Ici, j'aimerais mettre en évidence ou en exergue un facteur. Nous, les Africains, nous avons une grande résilience dans des situations d'extrême pauvreté, de dénuement matériel extrême. Vous voyez des Africains qui pratiquement n'ont rien, mais qui rient, qui dansent, qui sont contents, qui sont heureux. Les populations européennes, en particulier les populations françaises, qui ont été habituées depuis les 30 Glorieuses à un certain standard de vie socio-économique, auront toutes les difficultés du monde à s'accommoder à des parents, des frères qui n'ont pas de travail, qui n'arrivent plus à payer le loyer. Et ce qui va entraîner donc des casses sociales, des insurrections sociales qui se passent tout le temps. Pour ceux qui vont souvent en France, moi j'y ai été il y a de cela 1 an environ, et presque pour 2 semaines, il n'y a pas eu un jour où il n'y avait pas de grève. Si ce n'est pas la RATP, c'est le trafic routier ordinaire, c'est les agriculteurs, et ça n'en finit pas. Donc je crois que la France est tombée dans une zone rouge. Et les tendances ne sont pas favorables à la relève immédiate de la France. Donc c'est le déclin, certainement.
Mais est-ce que l'État français va réussir à revenir, à se remettre sur pied? Nul ne le sait. Mais un déclin certain, il y a. Excellent, Sogoyo Krigue, oui. Je crois que dans l'introduction, tu as donné deux noms, notamment celui de Napoléon et de Gaulle. Napoléon voyait grand, très grand, sinon trop grand, mais il voyait grand pour la France. De Gaulle voyait grand, très grand, il voyait grand pour la France, même si c'est lui qui nous a réduits en esclavage pour nous mettre pieds et poings liés au service de l'esclavage français. Mais il voyait grand pour la France. Mais comme il a dit depuis Chirac, tous ceux qui se suivent à l'Élysée, mais c'est une suite de plaisantins. Ça dit que c'est des gens, ils voient grand pour les autres. Et le sommet de ces plaisanteries de mauvais goût, au détriment du peuple français, il faut le souligner, mais c'est l'actuel président. Il a tout, ça dit qu'il est arrivé. On voit que bon, c'est des gens qui l'ont mis là-bas. Hein. Il n'est pas, le président Macron n'est pas tombé de nulle part au pouvoir à l'Élysée. C'est des gens qui l'ont mis. En tout cas, il a été élu 2 fois au suffrage universel. Laisse-moi parler. Si tu veux parler à ma place, je prends mon téléphone, moi, je rentre. Rectifier, c'est mon rôle. Non. D'assurer la police de la parole. Oui, laisse-moi finir et tu vas rectifier. Donc, aujourd'hui, quand il est venu, mais tout ce que la France comptait de bon, la France sur le plan industriel, sur le plan technologique, mais c'est un pays très avancé. Quand on te parle de Alstom, j'oublie le nom de tous ces fleurons de l'industrie française, il les a bradés. Tu sens que ceux qui l'ont amené au pouvoir l'ont amené en échange de quelque chose. Et il leur a donné ce quelque chose. Le problème, c'est quoi? C'est que quand il donnait gratuitement ce quelque chose aux oligarques qui l'ont amené au pouvoir, il ne se souciait de rien parce qu'il dit, bon, il y a encore les enclos chez les nègres où je vais aller tout ramasser cadeau. Malheureusement pour lui, il finit de brader les richesses de la France et les nègres deviennent revêches. Ils ne veulent plus se faire exploiter cadeau. La France a des problèmes. Sinon, la France est un grand pays. Elle a une histoire. Elle a un rayonnement, je peux dire, illimité. C'est le seul pays, tu pars de l'Europe, tu arrives en Afrique, tu vas jusque dans le Pacifique. La Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, tu viens dans les Caraïbes, c'est la France. Elle a un rayonnement tel qu'un tel pays ne peut pas tomber en faillite. Mais on a élu quelqu'un qu'on appelle Mozart de la finance. Pourtant, Mozart, en matière musicale, c'est un champion, c'est un modèle, c'est le meilleur. Maintenant, le Mozart de la finance a eu la tâche de détruire la finance française. Bon, pourquoi on l'a surnommé Mozart? Est-ce que c'est le Mozart de la destruction? Est-ce que c'est le Mozart de l'abaissement? Est-ce que c'est le Mozart de la reculade? Moi, je ne sais pas pourquoi on l'a appelé Mozart, mais apparemment le titre lui plaisait et il a usé et abusé de ça pour mettre aujourd'hui la France à genoux. Alors, si elle va se relever ou non, c'est une question. Il faut des dirigeants comme De Gaulle, justement, il faut des dirigeants comme Napoléon pour voir grand pour la France et relever la France. Docteur Follier, est-ce qu'il ne faut pas relativiser ce déclin de l'Empire français? Parce que dans le monde, d'autres pays connaissent également des difficultés. On a vu les États-Unis avec la crise des subprimes. D'autres pays en Europe ont été en difficulté. Est-ce que c'est la France seule ou doit-on mettre ces difficultés dans un contexte plus général? Non, je crois que le cas de la France est sui generis, est spécifique. Parce que la France n'est pas n'importe quel pays. Je nous rappelle que la France fait partie des 5 puissances permanentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc, il s'agit là d'un grand pays qui a fait la sécurité en Europe durant la guerre froide. Le déclin de la France n'est pas à inscrire au tableau des crises périodiques que connaissent des grands pays. Si vous voulez, l'ambassadeur tout à l'heure, il a fait un focus sur l'agent. L'agent, c'est-à-dire le président Macron, qui, en l'espèce, vit une période très difficile dans sa gouvernance. Et vous savez, dans les relations internationales, il y a, dans l'analyse multilevel, il y a 2 facteurs. Il y a l'agent
et le système. Donc, l'argent peut déterminer la chute ou le déclin d'un État. Mais pour le cas particulier de la France, avant le président Emmanuel Macron, il y avait une chute systémique de l'État français. Et cette chute systémique a commencé avec les années 90. Donc, ce n'est pas une crise générale, c'est une crise spécifique. Je vais vous donner 4 éléments si vous voulez bien. Le premier élément, c'est la fin du welfare state. Vous savez que le système de l'État social, exporté par les Américains à la fin de la guerre en Europe, qui a d'ailleurs déterminé le plan Marshall, à partir duquel on a reconstruit l'Europe, ce système, avait été pensé par Wilson depuis les années 20. Il a été essayé par l'Allemagne, la République de Weimar. C'était le modèle maximal de l'État social en Europe. Ce modèle est venu en Europe après la guerre. La France, la Belgique, l'Allemagne étaient les fleurons du modèle de l'État social. Ou, c'est-à-dire, comme le disait Keynes, l'État va faire de l'interventionnisme directement dans les affaires privées, dans la sphère privée du citoyen. Intervenir faisant du social, la santé, l'éducation. Donc, vous voyez, les années 30, les 30 glorieuses, entre 1960 et 1990, ont été le boom en France. Mais à partir de 1984, où Margaret Thatcher va proclamer, ou si vous voulez, déclarer la dérégulation des flux financiers mondiaux, c'est ce que nous appelons la mondialisation. Ça commence en 1984, avec les différentes crises et les chocs pétroliers des années 70. On arrive en 1984 où le dollar ne tenait plus l'économie mondiale. Donc, on a commencé par faire des réajustements. On parle souvent des réajustements structurels pour ce qui est des pays africains. Mais non, il y a eu des réajustements majeurs aussi dans les pays d'Europe. Donc, vous êtes dans les années 80 où ça commence, où on commence par redimensionner l'économie de ces États, la France compris. La guerre froide termine. Donc, le premier facteur dont je parlais, c'est la fin de l'État social. L'État social finit brusquement avec la fin des années 80. La conjoncture commence. La guerre froide termine. Le rôle de la France en Europe devenait mineur. Donc, les Américains ont décidé de refaire l'Europe. La Russie n'est plus, l'URSS n'existe plus. Il faut refaire l'Europe en un empire. Le pays qui a été choisi, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, donc à Maastricht, en 1992, l'Allemagne sera au cœur de la reconstruction européenne. Vous le verrez en 2000, on choisira le Deutsche Mark comme étant l'étalon monétaire de toute l'Europe. La France est déclassée. Second facteur, il y a le déclassement de la France au niveau européen. Qu'est-ce que ça va entraîner? Vous vous souvenez des négociations qui ont eu lieu entre l'Allemagne et la France en 2009 sur la banane, sur l'huile de coco, l'huile rouge, l'huile de palmier, ouais, au niveau de l'Afrique centrale. Vous savez, les négociations qui ont duré 7 jours. Finalement, la France a perdu. Donc, l'Allemagne va imposer un ordre économique et social en Europe. Vous ajoutez à ce deuxième facteur une erreur capitale qui a été commise par la France elle-même en Afrique. C'est pratiquement si vous voulez, le parrainage du terrorisme. Le parrainage du terrorisme qui est démontré aujourd'hui partout, est devenu public. Au début, lorsque nos militaires envoyés au Mali revenaient et en parlaient dans les maisons, dans les bars, les gens ne croyaient pas que des officiers français pouvaient faire déverser par des hélicos des combattants islamiques qui combattaient l'armée malienne. Personne ne croyait à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est documenté. Cette erreur va conduire la France à perdre 3 grands pays fondamentaux du Sahel. À partir de 2023, si vous observez bien, les lois de finances en France, on n'arrive plus à les voter facilement. Donc, il n'y a plus toute la prébende, toutes les ressources qui venaient de ces 3 pays ne viennent plus en France. Et les réseaux, les multinationales, les monarchies européennes, cachées derrière le réseau monétaire financier, donc le franc CFA, se retrouvent avec des vannes vides. L'économie de la France va recevoir le choc le plus mortel. Vous savez, le choc mortel que l'économie française reçoit, c'est à partir de 2022,
avec la fermeture des vannes de l'uranium nigérien. Le Burkina va faire autant et d'importantes sommes dues à la taxation dont la France était exonérée vont tomber sur le trésor français. Les charges augmentent. Au même moment, le chômage augmente en France. Donc il y a eu une erreur capitale de la France elle-même dans le management de ses anciennes colonies, notamment le projet de restructuration du Sahel. Vous avez vu, la France a réussi à convaincre les pays européens pour former une armée, venir la soutenir au Sahel. C'est la force Takuba. Mais très tôt, les pays nordiques se sont retirés parce qu'ils ont compris que c'était une entreprise sans fin et qui ne connaîtra pas, n'est-ce pas, un sort heureux. Et le quatrième facteur qui fait qu'aujourd'hui, structurellement, la France n'en peut plus, c'est la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine va conduire l'État français, et en particulier ici, la pertinence de l'agent Emmanuel Macron va se retourner contre les maîtres américains. Parce que le projet de la guerre, Donald Trump, il peut dire tout ce qu'il veut. Je ne veux pas la guerre, c'est Biden qui a commis l'erreur, nous tous nous comprenons. Il est la continuité d'une administration, ils étaient tous d'accord sur cette guerre. Mais la résistance de la Russie va leur faire comprendre qu'il ne faut pas aller dans ce sens stratégiquement. Ils font un rétropédalage et Donald Trump devient le prophète de ce rétropédalage. Mais on sait qu'ils voulaient tous le faire. Et lorsqu'ils ont dit non, on ne le fait plus, vous avez la France qui s'entête et qui veut carrément reprendre des pays européens pour faire le chef de guerre et continuer la guerre en Ukraine, ce que les Américains ne veulent plus. Et c'est là où on parlait du bouclier nucléaire français qui devait couvrir. Donc Emmanuel Macron lui-même veut créer une zone d'influence militaire en Europe contre l'avis des patrons américains. Et donc Donald Trump et l'establishment américain vont lâcher la France. Et maintenant, la France est dans la difficulté maximale. On demande 40 milliards à la France pour le poids des 150 milliards d'euros que Van den Leyen, en tant que grand président de la Commission, va imposer à l'Europe pour soutenir l'effort de guerre en Ukraine. 40 milliards que le gouvernement français n'arrive pas à trouver, s'il vous plaît. Grande puissance mondiale. À cause de 40 milliards, vous avez 2 gouvernements qui sont tombés. Les propositions que le gouvernement Bayrou fait, n'est-ce pas, au Parlement, prévoient la suppression de 2 jours fériés en France. C'est-à-dire, vous avez le peuple français, comme il disait, qui va commencer par prendre le fardeau des erreurs des élites. Et c'est là le clash entre ce que nous appelons en Sciences Po les gouvernés et les gouvernants. Il n'y a plus de confiance entre les 2 sphères. Alors, les Français sont-ils conscients de cette difficulté que vous évoquez? Sinon, pourquoi rajoute-t-on avec Emmanuel Macron qui donne encore dans la provocation en toisant la Russie tout le temps, comme s'il voulait d'une guerre avec la Fédération de Russie? La guerre avec la Russie est la seule planche de salut de Macron. C'est la seule planche de salut, parce que le gars là, mais sinon un jour, les Français vont le prendre et le pendre au lampadaire de l'Élysée. C'est la seule planche de salut. C'est-à-dire qu'il veut un alibi pour dire, ben, écoutez, moi j'étais prêt à redresser la barre, mais voilà le méchant Poutine qui est venu nous attaquer. Alors, je reprends même, ce n'est même pas, la guerre en Ukraine est venue après. On a parlé d'un pays endetté, machin, mais tous les pays sont endettés. La France n'a pas le monopole de la dette. Les Américains, les Japonais, ce sont les grandes puissances économiques et financières, mais ils sont endettés jusqu'au cou. En Afrique, n'en parlons pas. Tous nos pays, ils sont endettés, même si certains, dans leur jonglage politico-littéraire, veulent faire croire que c'est tel pays seul ou tel autre seul qui est endetté. Non, tous les pays sont endettés. Mais je pose une question simple. Comment un pays comme la France, qui a sous son commandement, je pèse le mot, qui a sous son commandement 14 pays africains richissimes en sol et en sous-sol, où il se sert gratuitement depuis plus de 60 ans, peut s'endetter comme un autre pays européen qui n'a plus de colonies, comme un Japon qui n'a pas de colonie,
comme un États-Unis qui n'a pas de colonie. Où va l'argent des 14 pays africains que la France suce, dont la France suce le sang depuis plus de 60 ans? Ça va où? Café, cacao, on prend cadeau. L'uranium, le pétrole, on prend cadeau. Le bois, les phosphates, on prend cadeau. Quand je dis on prend cadeau, pourquoi je dis on prend cadeau? Mais la France nous achète tous ses biens avec quoi? Avec le franc CFA. Il a juste créé une imprimerie quelque part dans la brousse et on imprime, on vous donne. Si la France, en prenant ses biens, nous payait en monnaie, en devise forte, là, elle ne prend pas cadeau. Est-ce que tu me comprends? Donc, nous, on te donne notre phosphate, on te donne notre uranium, on te donne que tu vends en devise, et puis tu donnes l'ordre au directeur d'une imprimerie dans la brousse quelque part. Écoute, imprime-moi tel nombre de milliards, on va donner aux petits singes qui grimpent sur les arbres en Afrique centrale. Ah, tel autre pour le gars qui est assis là-bas, il produit du cacao là. Bon, imprime seulement. Les fonctionnaires de la BCA ne seront pas d'accord avec vous parce qu'ils diront qu'ils contrôlent les impressions de billets. Les fonctionnaires de qui? De la BCAO. Ne me laisse pas dire des méchancetés contre ces pauvres types-là. Eux aussi, ils sont comme toi et moi, c'est des fonctionnaires, ils veulent manger. On les paye bien d'ailleurs. Si tu me trouves aujourd'hui un poste à la BCAO, malgré tout ce que je dis, je vais aller. Parce que je sais que, bon, je vais devenir plus rondouillard que ça. Hein? Tu comprends, non? Donc, la France a tous ces avantages-là. Mais malgré ça, elle s'appauvrit. Ces oligarques, on leur donne gratuitement nos ports, on leur donne gratuitement nos aéroports. C'est-à-dire que tout leur est donné gratuitement. C'est le gratuit là que je ne comprends pas. Oui. Parce que quand vous parlez de la concession des ports, oui. Bolloré paye. Il paye en quoi? En CFA. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Si le CFA, si Bolloré nous payait en euros, en dollars, en yens, en renminbi, ok. Mais qui contrôle le CFA? C'est la France. Si l'imprimerie qui fabrique l'euro était l'imprimerie qui fabrique le CFA, parce qu'on nous dit qu'on a arrimé le CFA à l'euro pour une question de convertibilité, ok, ça marcherait encore. Mais la France, est-ce que tu crois que la France rend compte à von der Leyen à Bruxelles ou à Merz à Berlin de la quantité de CFA qu'elle fabrique? Non! Aucun chef d'État africain ne connaît la quantité de CFA qu'on fabrique là-bas. Le CFA lui coûte quoi? Le papier d'impression, un peu d'encre, un peu de courant, et puis bon, on fabrique le CFA. Donc, tout leur est donné gratuitement. Bolloré paye les ports, je suis d'accord, mais en CFA. Aucun pays noir n'a jamais... Et puis, le pire, quand tu vends, et ce n'est pas à la France que tu vends ailleurs, l'argent de ce tailleur va à la Banque de France, ça ne vient pas chez toi. Mais est-ce que les Africains, écoutez, soyez sérieux, vous avez besoin de quoi pour comprendre l'arnaque, la supercherie, le vol, la crapulerie, la dénégation des droits de l'homme, la dénégation de la démocratie? Vous avez besoin de quoi pour comprendre ça? Les seuls qui ont compris, c'est les 3 amis du Sahel. Ils se disent, mais écoutez, même si c'est au prix de notre vie, on ne peut pas accepter cette supercherie. On ne peut pas accepter ça. Nous sommes quand même des humains. Donc, si la France avait fait de nos pays de véritables partenaires, économiquement parlant, la France serait le pays le plus puissant en Europe. Ça ne serait pas l'Allemagne. Parce que quand tu as 14 pays aussi vastes, aussi riches, mais je ne vois pas en Europe qui peut te faire un challenge. Mais c'est l'Allemagne. Il disait qu'on a pris le Deutsche Mark comme référence. Parce que l'Allemagne a une économie puissante, une monnaie puissante. Pourquoi les Allemands ont une économie puissante, une monnaie puissante? Parce que les Allemands acceptent de travailler dur, n'ayant pas d'esclaves à exploiter, ni en Afrique, ni en Calédonie, ni dans les Caraïbes. Les Allemands se sont mis au travail. C'est ça le problème, c'est ça la différence. Il n'y a pas de miracle en Allemagne à part le travail. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Yeah. Alors, donc, et comme il a dit, comme toute cette pagaille ne suffit pas, on veut faire le chef de guerre. Mais écoutez, on l'a déjà dit ici la dernière fois, hein, pourquoi le général Schill, le chef d'état-major de l'armée de terre, a attiré sa révérence? On lui a dit, écoute, continue avec ta pagaille, nous on n'est pas dedans. Pourquoi Burkhardt, le général Burkhardt, le chef d'état-major général, était parti? La guerre. Macron sait. Il sait très bien que militairement,
si on le laisse face à la Russie, il ne tient pas une semaine. Il le sait. Il peut aller larguer toutes ces bombes atomiques sur la Russie, 17 millions de kilomètres carrés, 7 millions de taïgas, de forêts. Toutes ces bombes ne peuvent pas détruire toute la Russie. Mais lui, la Russie a besoin d'un seul missile, Satan 2, avec 10 ou 12 têtes. La France, on n'en parle plus. Est-ce que tu comprends? Donc, il se mêle d'une guerre parce que c'est la seule planche de salut. Et il a trouvé un autre inconscient qu'on a mis à la tête de l'Ukraine, à qui on dit, bon, il faut tuer jusqu'au dernier Ukrainien, et il est content, tu le vois, il marche comme ça. Et au dernier nouvelle, il a fait quoi? Il a pillé tellement l'argent. Ce farfelu de Zelensky, là, il a pillé tellement de milliards. Il est aujourd'hui un des plus grands propriétaires immobiliers du monde. Car plus de 41 appartements rien que dans les Émirats. Bon, voilà les amis de Macron. C'est à ces gens-là qui s'est accoquiné en France pour piller la France. Pourquoi les Français marchent? Parce que les Français ne comprennent pas qu'avec tout ce que leur pays a, qu'on cite 3 ou 4 types qui sont milliardaires chaque année, leurs avoirs en dizaines ou en centaines de milliards doublent et les autres sont en train de mourir de faim. Donc, la guerre est venue. Et regarde ce qui est en train de se passer. On dit qu'il y a des drones qui sont tombés en Pologne. On n'a même pas la certitude de qui a envoyé les drones. Entre parenthèses, je te signale qu'il y a un des drones qui est un leurre. C'est-à-dire que c'est des drones qui ne sont pas armés. On les envoie pour s'attirer le ciel des radars ennemis. Bon, il y a un des drones qu'on a ramassé en Pologne. C'est des drones qui ne peuvent pas voler de la Russie jusqu'en Pologne. Mais on l'a ramassé et il était comment? Presque intact. On dit qu'il est tombé. On regarde, on ne voit même pas des traces de chute. Ça veut dire que le drone avait été saisi en Ukraine. On l'a transporté, on l'a mis, on a appelé les photographes. Allez-y, on veut notre guerre. La Pologne devait réfléchir. Le jeu qu'elle joue, elle devait réfléchir parce que, je rappelle, qu'en septembre 1939, quand les armées nazies ont déferlé sur la Pologne, ils avaient trouvé une ruse. Ils ont envoyé des militaires allemands, habillés en militaires polonais, créer la bagarre à la frontière sur une barrière et dire « Ah, voilà, c'est les Polonais qui nous envahissent, nous on fait la guerre. » Si la Pologne se rappelle ça, elle doit éviter de jouer le sale jeu dans lequel elle veut entrer. Et qu'est-ce qu'on dit? Macron a envoyé 3 rafales. Écoutez, quand les Russes ont appris que 3 rafales français arrivent, ils ont fui. Tu sais pourquoi ils ont fui? Ils craignent que les débris des rafales là ne leur tombent sur la tête parce qu'ils n'ont pas oublié ce que sont devenus les rafales dans la guerre entre l'Inde et le Pakistan. Donc les Russes ont dit, écoutez, dégageons parce que bientôt ça va finir en cacahuète. Et il ne faut pas que ça nous tombe sur la tête. 3 rafales, ils font quoi? Rien. On veut la guerre, c'est tout. Sur la guerre et puis sur le CFA, je reviendrai sur ce sujet. Je voudrais qu'on interroge les fondements de cet effondrement de l'Empire français. Est-ce qu'il faut aller sur le plan métaphysique chercher les mobiles, enfin les raisons pour lesquelles la France a des difficultés aujourd'hui, Docteur Folly? Oui, comme vous le savez déjà, il n'y a pas de manifestation physique sans une substance métaphysique. Et la France est un sujet collectif, c'est une nation, c'est une puissance qui a quand même produit des actes par le passé que le cycle karmique doit normalement lui renvoyer. Vous prenez le cas de 2 grandes puissances d'abord en Europe. Vous avez le Portugal et l'Espagne. Ces 2 grandes puissances ont hérité de la conquête vers le sud et vers l'Amérique au traité de Tordesillas. Et avant ce traité, il y a eu le pape, bien entendu, qui a demandé explicitement à Don Infante, le prince au Portugal, d'attaquer les Arabes, les Maures, les Africains jusqu'en Guinée, c'est-à-dire jusqu'en Afrique occidentale. Suivez un peu la progression du Portugal. Aujourd'hui, c'est l'Angola qui prête de temps en temps de l'argent au Portugal. La même chose va valoir pour l'Espagne. Toutes les puissances qui ont créé le désordre ailleurs de façon indue
ont payé de leur grandeur avec le temps. Vous me parlerez peut-être de la couronne britannique. Les Britanniques, si vous observez très bien le déploiement de la Grande-Bretagne dans le monde, ils ont gardé un style gentle. Et même après la colonisation, en créant le Commonwealth, ils ont accordé des libertés incroyables aux colonies. La Grande-Bretagne, en régime colonial, attirait toutes les populations des autres colonies parce que tout le monde disait qu'on vit mieux en colonie sous l'autorité anglaise. Et les Britanniques n'ont jamais voulu se mélanger à Londres avec des nègres en griffe parce qu'ils savaient que la parenthèse historique durant laquelle ces peuples ont été soumis à leur autorité va passer. Ce n'est pas le cas de la France, qui, à cause de la philosophie de l'assimilation, des Jacobins, va se mélanger à l'extrême avec les populations coloniales pour en faire des citoyens français. Vous verrez dans le Petit Paris des palais appartenant au Bongo, ainsi de suite. Ce qui est impossible dans le Petit Londres. Donc vous avez une façon de gérer les inférieurs qui est très brutale du côté de la France. Maintenant, du point de vue de la métaphysique, au-delà de la charge karmique qui revient, il y a le sang versé. Et le sang qui est versé indûment, il crie. Vous savez, pour ceux qui lisent un peu la Bible, quand vous allez dans le chapitre 4 du livre de Genèse, à partir du verset 10, on demande à Caïn, où est ton frère Abel? Il demande, est-ce qu'il est le gardien de son frère? Suis-je le gardien de mon frère? Et on lui dit que le sang de ton frère crie vengeance. Et la terre qui a ouvert la bouche pour recueillir le sang de ton frère, elle est la même terre qui va te maudire. Donc tu es maudit parce que tu as laissé couler du sang innocent. Vous savez, Sylvanus Olympio, le premier qui a été tué comme une mouche. Et nous savons que ce n'est pas une main togolaise qui a fait le coup. Et parce qu'à l'époque, le droit international prévoyait un acte de guerre. Quand vous assassinez un président étranger, ça s'appelle en droit international public, un acte de guerre gravissime, avec rupture immédiate des relations diplomatiques. C'est cela que l'on veut éviter et on fait porter le chapeau à un nègre togolais. Et cette situation est aujourd'hui, pour le cas particulier du Togo, une épine dans notre gorge. Maintenant, vous quittez le Togo, vous allez au Cameroun, à Madagascar, dans les autres colonies. Avec le Mouniobe, passant par Mais Thomas au Sankara. Congo, mais quand vous voyez le carnage effectué par des militaires, les officiers, les autorités françaises, partout dans le monde, vous dites, mais ce pays est maudit. Alors tout ce sang va crier vengeance. À un moment donné, la France ne tiendra plus. Et les puissances qui vont la juger sont prêtes pour le faire. Elles ont commencé. J'avais cité sur ce plateau un rapport de l'Agence nationale de renseignement de la CIA américaine sur l'état du monde en 2030. L'état du monde en 2040 est déjà sorti. L'état du monde en 2030 dit très bien qu'en 2030, il y aura 4 grandes puissances, superpuissances. La Russie, la Chine, la Grande-Bretagne, les États-Unis. La France disparaît du club des grandes puissances. Il faut lire le rapport. Le rapport ne fait pas de la métaphysique. Le rapport étudie les indicateurs réels, géopolitiques, économiques, culturels, financiers. Et on explique par A plus B pourquoi la France va disparaître. Et donc, on n'est pas étonné. Les mêmes Français, ils savent. L'élite française sait que leur pays ne vaudra plus rien et que leur pays est entré dans un cycle de jugement. Lorsque les États-Unis donnaient l'Africom à l'Allemagne, à Stuttgart, c'était le premier site d'installation de l'Africom. Pourquoi les Américains devaient créer une force de commandement africaine au moment où la France faisait déjà le gendarme en Afrique? C'était là le premier signe du déclin. Donc, lorsque on désactive le dispositif militaire français, plusieurs pensent que c'est parce que la jeunesse africaine fait pression et que les Français vont se désactiver au Sénégal. Non, en Côte d'Ivoire, non. C'est la pression américaine. C'est les Américains qui demandent aux Français de faire bagage et de quitter les lieux.
parce qu'ils n'ont plus la force, la puissance pour gérer ces États. Et l'Empire français va être divisé entre les États-Unis et la Russie. Vous savez, les négociations entre Donald Trump et Poutine concernent également les vestiges de l'Empire français. Donc la présence russe dans le Sahel n'est pas un hasard. La présence russe en Centrafrique, que la France elle-même a lâché à la Russie. On ne comprend pas quels sont les ressorts de cet accord, mais c'est la France même qui finalement a dû lâcher la Centrafrique à la Russie. Tout cela, la division de la France, du gâteau français, est prévue et ce sont les signes de la malédiction sur la France. Un dernier élément ici, lorsque vous prenez pratiquement l'État français lui-même, vous voyez bien que vous ne voulez plus rentrer dans les développements liés au franc CFA. Pourtant, non, le franc CFA est lié à la métaphysique. Je reviendrai là-dessus. Ouais. D'accord, à la métaphysique de la malédiction française. Il est intimement lié. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, moi, quand je le lis, je le considère comme étant le bras justicier qui fait la justice à l'État français. Et il disait tout de suite qu'il vient du monde de la finance. Il n'est pas un produit du monde politique français. C'est comme un ovni qui arrive et qui fait payer quelque chose à la France. Vous savez que c'est lui qui a décidé de laisser l'Afrique au réseau. On en parle très peu, mais lorsqu'il prend le pouvoir, dans son premier mandat, la deuxième année, il y a eu une grande rencontre entre le gouvernement français et tous les réseaux qui contrôlent l'Afrique. En fait, ce n'est pas la France en tant qu'État qui gouverne, qui a sous son commandement les 14 pays qu'il a cités. Il y a des monarchies européennes qui se sont partagées des pays africains. Il y a des multinationales, des richesses, des fortunes qui sont en Europe, à qui appartiennent des portions de terre de l'Afrique francophone. Et donc la France est comme une plateforme de médiation entre ce monde occulte et les Africains. Et c'est pour cela qu'il y a tous ces acteurs qui défendaient la position française partout lorsqu'il y avait des coups d'État induits, ainsi de suite, et des carnages. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a dit qu'il faut détacher la France des réseaux et il faut laisser la gestion de l'Afrique au réseau. Laisser l'État français se gérer lui-même. Donc, il réduit la puissance de l'État français. C'est les réseaux qui gèrent maintenant l'Afrique. Et c'est avec ces réseaux que combattent nos 3 militaires du Niger. C'est avec ces réseaux, contre ces réseaux que combattent des États qui veulent s'en sortir, comme le Togo, mais qui sont liés, qui sont tellement liés. Et on verra le dénouement de ce bras de fer entre le Togo et la France. Et les pays comme la Côte d'Ivoire, qui vont rentrer dans une convulsion vers la fin de cette année avec les élections qui vont venir. Alors vous avez un pays qui est maudit. Ce n'est pas nous qui le disons. C'est les actes posés par l'État français sur des populations qui ont fini de purger leur peine. Les Africains ont fini de purger leur peine. Donc, ils ne méritent plus d'être maltraités. Les maltraitances successives ou les maltraitances supérieures à la dose de punition que les Africains méritent constituent une malédiction pour l'État français. Il me reste 3 minutes. Je voudrais qu'on analyse les impacts de l'affaiblissement de la France sur le continent africain. Temps de revenir dans la seconde partie, en début de seconde partie, sur le franc CFA, la guerre en Ukraine. Donc, Excellence, vous avez 2 minutes. Oui. Quel peut être en Afrique l'impact de cet affaiblissement de l'Empire français? Si la France reconnaissait elle-même qu'elle s'affaiblit, c'était à elle de prendre des initiatives avec l'Empire africain de la France pour changer de discours. Je l'ai toujours dit ici, pour changer de discours, s'adapter et se bâtir un avenir. Elle ne reconnaît pas ça. Elle est toujours dans la logique de la violence. Comme les Français même ne veulent pas se salir les mains, on recrute des soi-disant terroristes pour venir continuer à massacrer les Africains. Et les seuls qui refusent ce massacre gratuit des Africains, c'est les 3 chefs d'État du Sahel, Mali, Burkina, Niger, et c'est eux qui sont aujourd'hui dans le collimateur de Macron. Je suis d'accord que tu dises que le président Macron a laissé la gestion de l'Afrique au réseau, mais je n'ai vu aucun homme des réseaux en train de trépigner. Ah, il faut tuer Traoré, il faut faire un coup d'État au Niger. Non. Les réseaux sont souvent invisibles. Oui, les réseaux sont invisibles.
Mais pourquoi lui, Macron? Donc il est leur porte-parole, ça veut dire qu'il continue. Ça veut dire que l'État français continue. Donc il faudra, l'occasion est là, si la France s'affaiblit, que les Africains se réveillent. Malheureusement, il y a seulement 3 pays qui vont profiter de cet affaiblissement. Et il y a d'autres qui sont en train de pleurnicher. Ah, France, il faut nous coloniser. Hein. Nous, on aime la colonisation. On adore le franc CFA. Hein. On adore franc CFA. Là, c'est une bénédiction divine. Eux, ils sont là. C'est tous ces gens-là, à eux que les Africains, entre eux, doivent trouver une solution. Pour la France, il y a les 3 pays du Sahel qui nous servent de, comment on dit ça, de guide, de boussole, pour qu'on s'en débarrasse. Affaibli ou pas affaibli, elle doit partir. Voilà. Est-ce que le démantèlement du franc CFA va constituer le coup de Trafalgar dans les tribulations de la France? Alors, qu'est-ce qui va se passer entre finalement l'Europe et la Russie? Est-ce que cette guerre aussi va finir par achever l'Empire français? Je vais revenir en seconde partie, en début, sur ces 2 aspects avant de relayer vos messages qui tombent très nombreux là sur ma tablette. Mais tout de suite, c'est une pause pour une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À tout de suite pour la seconde partie de New World Forum.